Plusieurs Congolais, y compris moi-même, s'interrogent sur la réforme foncière mise en place par le gouvernement congolais depuis quelques années. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre des acteurs qui travaillent pour la réussite de cette réforme afin de comprendre pourquoi la réforme a été mise en place et quels sont les objectifs qu'ils se sont assignés à travers cette réforme et de quelle manière cette réforme va changer le quotidien des Congolais. Voilà toutes les questions que je vais poser à ces acteurs. Suivez-moi. Comme je l'avais annoncé, je suis venu à la CONAREF parce que je dois comprendre en quoi consistent réellement les programmes d'appui à la réforme foncière. Alors, aujourd'hui, je vais recevoir dans ce tout premier numéro M. Kassongo Raphaël. Bienvenue, M. Kassongo. Oui, merci, le journaliste. Je suis content de vous recevoir parce qu'on m'a dit que vous êtes l'expert qui a travaillé beaucoup plus dans ces domaines pour essayer de renforcer les capacités de la CONAREF et vous êtes en charge du jalon. Je voudrais savoir d'abord, c'est quoi les jalons? Le jalon, c'est un peu une image empruntée de la topographie pour montrer vous partez d'où et vous allez vers quel point exactement. Okay. Et donc, quand nous parlons de jalons, c'est un résultat auquel on doit arriver. Le programme a projeté 3 jalons. Un jalon qui est centré, focalisé sur la structure qui porte la réforme, qui est la CONAREF. Et ce jalon veut que cette CONAREF qui porte la réforme soit fonctionnelle, opérationnelle, capable de conduire la réforme avec tous les défis de dialogue inclusif que ça doit porter. S'il faut être plus explicite, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces premiers jalons? Ce qui a été fait, c'est par rapport à ce qui était d'abord prévu. Et il était prévu que dans ce jalon de renforcement des capacités, sous-entendu qu'une structure qui est renforcée, qui est opérationnelle, qui est performante, à quelle image? La première image, c'est d'abord avoir des structures qui marchent, des structures qui décident et qui analysent continuellement le travail qui est fait. Et à ce niveau-là, nous avons 4 grandes structures qui sont dans le décret qui crée la CONAREF. Au sommet, nous avons le comité de pilotage qui récupère tous les ministres qui touchent à la question de la gestion de la terre. Nous avons un deuxième organe qui est celui plus rattaché aux techniques, mais de ces mêmes ministères, plus d'autres. Nous parlons de la cellule technique. Okay. Et nous avons la coordination elle-même, qui est la structure avec un secrétariat permanent et qui conduit au quotidien. Mais la cellule technique dont je viens de parler, c'est l'organe qui a les délégués des différents ministères, des techniciens qui décident, qui donnent des orientations par rapport au travail qui est fait par la CONAREF. Et c'est combien les ministères qui rentrent dedans? Bon, ça dépend de la configuration des ministres, des ministères, mais à ce jour, nous avons, je crois, si je ne me trompe, 12. Donc 12 ministres qui siègent ensemble et qui analysent tout ce qui est transversal par rapport à leur secteur. Okay. Alors, le 4e organe, ce sont les coordinations provinciales. La réforme n'est pas à Kinshasa seulement, mais la réforme, c'est pour toute la République et la terre se gère à la base et la base, c'est dans les provinces. Okay. C'est comme ça que nous avons les coordinations provinciales de la CONAREF. Voilà donc les organes qui constituent dans les prévisions le premier point important du renforcement. Okay. Et vous savez que les organes, c'est ça qui montre qu'une structure vit. Parce qu'elle s'est réunie dans une régularité qui est fixée et puis prend des décisions pour orienter le travail. À côté de cela, nous avons la planification. On n'est jugé que par rapport à ce qu'on a prévu. Et la CONAREF, pour montrer qu'elle est devenue performante, elle a pris la culture de planification. Mais quand on dit planification, ça signifie vous prévoyez, vous agissez et vous évaluez, vous suivez et vous évaluez. Et c'est généralement ce que nous appelons les PTBA. Et depuis que ce programme existe en 2017, nous avons pris l'habitude de réaliser des retraites de planification. Ces retraites de planification nous donnent le travail qui est budgétisé annuellement avec tout ce qu'il faut pour montrer nous allons où et nous venons d'où. Et je vous disais que
cette retraite prend des décisions et ces décisions sont suivies comme une loi budgétaire. Comment évaluez-vous justement cette planification pour l'année 2020? Et nous avons fait un pas important malgré l'événement de Covid-19 qui s'est intercalé au milieu. Cette année était essentiellement orientée vers les consultations de la politique foncière, en plus de travail de routine qui doit se dérouler dans les autres échelons. Oui. Et ces consultations n'ont pas eu lieu jusque-là de la manière qui était prévue, parce que comme vous le savez, on n'avait plus le droit de pouvoir se réunir d'une manière classique, comme on a l'habitude de le faire en termes d'atelier, et il fallait retrouver une autre façon de le faire. C'est ainsi qu'après le déconfinement, s'il faut ainsi le dire, nous avons maintenant remis le pendule à l'heure pour que nous puissions nous déployer en province. Nous avons déjà consulté 9 provinces sur les 26 et nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous pourrions consulter ce qui reste parce que nous estimons qu'avec la formation qu'il y a eu, des équipes qui se déploient, des équipes de techniciens multi-acteurs, nous pouvons nous déployer d'une manière synchronisée et en peu de temps, nous pouvons atteindre le reste des provinces si les moyens sont avec nous en termes de décaissement. Vous avez parlé des coordinations provinciales. Pourriez-vous nous dire un peu en quoi consistent ces coordinations et comment elles sont organisées? Les coordinations provinciales, c'est un organe qui est statutaire, c'est-à-dire qui donne la responsabilité aux provinces dans la vision de la décentralisation de pouvoir traiter des questions foncières. Et ces coordinations provinciales se présentent comme un cadre de concertation multi-acteurs. Ce n'est pas une bureaucratie en plus qui se crée, mais c'est un espace qui est donné aux gouverneurs avec les multi-acteurs en province de se retrouver, d'avoir une thématique bien structurée avec une feuille de route claire pour que mensuellement on puisse se rencontrer et traiter des questions foncières telles que la réforme est en train de... Donc ce n'est pas une structure à part entière, mais c'est plutôt un cadre d'échange tout simplement. C'est un cadre d'échange, mais qui se présente comme il y a des questions sensibles qui se traitent par rapport à la terre. Il faut un arrêté du gouverneur qui mette en place là. Parce que c'est une façon de s'engager à endosser les engagements ou les responsabilités ou les décisions qui viennent de cet organe. Et donc, à partir de l'arrêté, nous pouvons dire c'est une structure provinciale, mais qui n'a pas les bureaucraties encombrantes pour pouvoir, disons, engager trop de dépenses. Nous avons juste 3 petites unités qui fonctionnent, avec un secrétaire technique qui est là. Provincial. Et 2 assistants, parce que pour préparer tout le travail de contact et d'animation, il faut un petit noyau qui peut agir pour assurer l'administration minimale. Mais ils sont rattachés au ministère en charge des affaires foncières et donc c'est celui-là qui a un regard attentif sur tout ce qui se fait et qui rapporte au gouverneur qui délègue son pouvoir comme président de cette CONAREF provinciale. Ah oui, donc le gouverneur, il agit comme le président de cette CONAREF provinciale. C'est lui qui est le président et il délègue la personne qui agit à son nom. Ah, super. Il y en a combien déjà à ces jours? Nous avons, si je ne me trompe, 6 arrêtés qui ont été pris, d'autres qui sont sur la table de la signature parce qu'il faut chaque fois prendre 2 arrêtés. Un arrêté global qui donne l'architecture de cette CONAREF provinciale et un arrêté nominatif qui, effectivement, place des individus à ce travail. Nous avons 4 provinces pilotes dans le programme. Nous avons Maindombe, nous avons Kwilu, nous avons Ituri et nous avons Kasaï oriental. Ces structures ont déjà le premier arrêté global. Il ne reste que les arrêtés nominatifs et avec tout ce qu'il y a eu comme un peu un retard pris par rapport aux activités qui étaient planifiées, nous espérons que d'ici là, nous pourrons avoir ces animateurs nommés par un arrêté du gouverneur. Mais en plus de cela, il y a aussi des provinces qui sont allées de manière assez accélérée. Et à ce niveau-là, nous avons la province du Maniema qui a déjà l'arrêté, les 2 arrêtés qui ont été pris. Nous avons la province de Lomami qui est aussi sur la liste de ceux qui ont déjà ces arrêtés.
Mais sur la table des gouverneurs, par exemple au Nord Kivu, Sud Kivu, il y a d'autres gouverneurs comme le Congo central qui sont déjà pratiquement prêts pour pouvoir signer. Et ils n'attendent que peut-être le déploiement des consultations provinciales sur la politique pour avoir plus d'informations afin quand même de décider en ayant la bonne information pour pouvoir mettre en place ces coordinations parce que des explications préalables sont toutefois utiles pour qu'il n'y ait pas trop de confusion dans leur fonctionnement. Voilà, parce que comme je l'ai dit, je suis venu pour mieux comprendre comment ça fonctionne la CONAREF, comment fonctionne la réforme foncière. Vous avez parlé de 2 arrêtés qu'il faut prendre pour rendre fonctionnelle une coordination provinciale de la CONAREF. Pourquoi les 2 arrêtés? Les 2 arrêtés, pourquoi? D'abord, l'arrêté matrice principale a été prise par le ministre national aux Affaires foncières. Il a instruit les gouverneurs de province pour qu'ils puissent avoir un format standard pour pouvoir produire ces arrêtés au niveau des provinces. C'est pour éviter que les arrêtés ne prennent plusieurs formes différentes pendant qu'on voudrait avoir un contenu qui va direct au but. Et voilà pourquoi il y a ce premier arrêté. Le premier arrêté donne l'architecture, le mandat et tout ce qu'il y a comme responsabilité de cette structure-là. Mais comme aussi l'arrêté précise la qualité des animateurs, à ce moment-là, le ministre en charge des affaires foncières réunit les multi-acteurs qui désignent leurs candidats ou leurs proposés à pouvoir occuper les 3 postes dont j'ai parlé comme des postes permanents. Et c'est sur base de ce travail préparatoire d'élection parmi les membres des structures concernées que le gouverneur maintenant définit les autres animateurs en deuxième arrêté. Et ces différents animateurs peuvent provenir aussi de la société civile ou bien c'est juste ceux qui sont dans l'administration? L'arrêté global précise que la présidence est du côté du gouvernement, la cellule technique est du côté de la société civile. Okay. C'est bien précisé et c'est pour cela que ça prend peut-être un peu de temps, le temps de mettre les acteurs ensemble et d'éviter qu'il y ait trop de cacophonie par rapport à cela, mais aussi le temps de repérer les vrais acteurs du secteur foncier en province pour qu'on ne mette pas n'importe qui, parce que vous savez, dans ces situations, il y a des opportunistes qui se présentent. Ouais, ouais. Donc, je voudrais que vous puissiez m'aider à mieux comprendre. Si aujourd'hui je dois sortir de ces bureaux, je peux croire que dans les provinces, il y a déjà quelques coordinations qui fonctionnent? Si vous allez, par exemple, en Ituri, vous allez retrouver les animateurs qui sont là. Mais je disais tout à l'heure qu'ils sont déjà sur la liste parce que la concertation a eu lieu. Oui. Mais le deuxième arrêté qui doit les nommer attend sur la table du gouverneur. Vous savez que l'autorité a toujours le temps de pouvoir s'occuper des signataires. Mais le premier arrêté est déjà disponible. Okay. Et donc, si vous allez au Maniema, vous allez retrouver le premier arrêté et vous allez retrouver le deuxième arrêté et le secrétaire technique, Franck, vous allez le voir. Si vous allez au Kasaï oriental, vous allez retrouver le même structure déjà en place. Mais tout ce que nous voulons aussi standardiser, c'est l'installation officielle de ce CONAREF, parce que l'installation officielle, c'est aussi l'opportunité de pouvoir présenter au grand public ce qui anime, mais en même temps de former les équipes dans un cheminement de la réforme pour qu'on comprenne nous venons d'où, nous sommes où et nous allons jusqu'à quel aboutissement. Okay. C'est important de pouvoir le faire de cette manière parce que c'est en même temps un renforcement des capacités des acteurs provinciaux qui sont dans la réforme foncière. Super. Vous revenez souvent sur les consultations. Donc, l'installation ou encore les nominations qui doivent être prises ou bien faites par rapport aux coordinations provinciales sont assujetties justement aux consultations, si je comprends bien. Disons que les consultations sont une opportunité du programme. Okay. Et vous vous rendrez compte que sillonner les 26 provinces, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que dans les stratégies de travail, nous avons mis l'accent sur le plan et la stratégie de communication. Nous nous sommes dit que tout ne se fait pas en physique directe. Si la communication fonctionne bien, il y a des messages qui peuvent être partagés à partir de la coordination nationale et qui peuvent être répercutés au même moment
dans toutes les provinces. C'est ce qui est en train de se faire. Si vous consultez le site de la CONAREF, vous trouverez qu'il y a énormément d'informations qui concernent la réforme. Mais en province, cette communication doit aussi appuyer la réforme foncière. Et l'appuyer, ça signifie tout ce qui se passe en province par rapport aux acteurs engagés devrait faire objet d'un feedback des communications partagé non seulement en province, mais avec la coordination nationale et avec les autres provinces. Parce que quand le message est partagé avec les autres provinces, les autres gouverneurs ont l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs, et ils essaient d'interpeller les acteurs provinciaux pour qu'eux aussi emboîtent le pas. C'est d'ailleurs la méthodologie qui a été prise par rapport aux 4 provinces pilotes. Nous estimons que le travail qui s'est fait dans les 4 provinces pilotes peut être relayé aux autres provinces qui ne sont pas encore directement touchées à travers une communication interactive où ils peuvent effectivement dire « Nous avons entendu que vous avez fait ça dans telle province, est-ce que vous pouvez venir chez nous pour que nous aussi nous soyons sur la même fréquence qu'eux » Et c'est là l'important travail de communication qui doit être relié à cela. Mais bien sûr, tout cela demande que le renforcement des capacités des acteurs soit aussi une tâche qui est en même temps réalisée. Parce que la matière de la réforme, c'est une matière assez nouvelle pour plusieurs, et il est important qu'on comprenne c'est quoi, quels sont les défis liés à ça, quel est le cheminement qui est pris. Et donc, pour rentrer aux consultations, nous avons estimé, comme nous devons faire les 26 provinces, c'est une opportunité technique de pouvoir s'adresser à la crème provinciale à l'occasion de ces consultations. Parce que les consultations prennent 3 jours, mais le dernier jour est consacré vers la fin de la journée à la compréhension globale de tout le programme, y compris comment fonctionne la coordination provinciale, parce qu'en fait, eux doivent continuer à travailler indépendamment des visites de suivi que la coordination nationale pourrait faire. En tant qu'expert, êtes-vous content à ce jour du travail abattu depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, surtout dans les jalons qui est les vôtres? Être content, je crois que je suis à l'intérieur du système, je risque de me donner trop de points, mais le fait que vous-même vous vous intéressez de venir à la CONAREF, ce que vous avez entendu certaines choses par rapport à la réforme, et que vous vous dites, il est intéressant d'aller voir ce qui se passe là. Depuis 2017, nous pouvons dire que généralement, à la fin de l'année, à la retraite annuelle, nous réalisons autour de 80% des objectifs qui sont assignés au programme. Et cette année, malgré le confinement qu'il y a eu avec la Covid-19, nous avons travaillé dur sur les outils. Et donc, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin-juillet, presque tous les outils qui doivent être utilisés sont presque fin prêts, n'attendent que peut-être les réunions des organes pour pouvoir les valider et permettre qu'on puisse aller à l'expérimentation. Et là, vous allez le retrouver dans le jalon 2 comme dans le jalon 3. Et donc, nous pouvons dire que même pour cette année, si dans les 60 jours qui restent, nous pouvons couvrir les 26 provinces et réunir les organes de la manière qui est prévue, nous serons même à 90% de réalisation de ce qui était... Est-ce possible de les faire réellement? Je crois que c'est possible. Tout est fin prêt. Nous sommes en train de mettre les derniers réglages sur les décaissements, parce que c'est là qu'il y a un peu un goulot d'étranglement. Et le décaissement, nous espérons qu'il pourra être effectif d'ici là. Et s'il est effectif, le déploiement synchronisé, tel que je vous l'ai dit, il suffit d'avoir une dizaine d'équipes. D'ailleurs, les ressources sont déjà formées. Ils peuvent se déployer au même moment et dans 15 jours, ils peuvent rentrer et nous pouvons intégrer tous les éléments nécessaires dans la matrice de correction de la politique foncière nationale qui est déjà au draft 2 et qui pourra être maintenant, avec les consultations provinciales, évoluer vers le draft 3 en le présentant à la validation nationale et au gouvernement par la suite. Et justement, par rapport à ça, pensez-vous que la CONAREF peut s'ouvrir encore à d'autres partenariats? Les portes de la CONAREF sont ouvertes. Et la réforme, dès le départ en 2012, a été définie comme une réforme inclusive, multisectorielle et qui tend les bras à tous les autres partenaires. Et ne perdez pas de vue que la réforme est une question de l'État, c'est la souveraineté de l'État, et les acteurs doivent s'aligner aux directives qui sont prises au niveau du comité de pilotage, ce qui traduit les directives du gouvernement lui-même. Et les autres acteurs qui sont sur le terrain doivent d'abord s'informer qu'est-ce qui se passe
dans ce secteur-là, où est-ce qu'on veut aller et quelle peut être ma contribution comme partenaire pour qu'on atteigne les objectifs de la réforme. Et donc, à ce niveau-là, l'alignement est une condition sine qua non pour que les acteurs comprennent que c'est la responsabilité du gouvernement en premier lieu. Quelle a été la nature des difficultés que vous avez rencontrées et comment vous êtes parvenu à relever les défis? Si nous parlons des difficultés, ce n'est pas que ce n'était pas prévisible. Il y a des difficultés auxquelles nous sommes heurtés. C'est par exemple le processus de décaissement et de mise à disponibilité de fonds. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile avec les procédures des structures onusiennes, mais la structure ONU Habitat avec laquelle nous sommes en train de travailler a développé 2 ou 3 mécanismes pratiques. C'est flexible aussi en même temps. Flexible, c'est-à-dire sachant que le décaissement prend suffisamment de temps, de commun accord, nous avons mis en place des agences locales d'exécution qui sont des structures congolaises qui gèrent les fonds reçus suivant un contrat déterminé, suivant leurs procédures et qui permettent d'assurer une logistique de proximité sans trop de difficultés. Mais aussi, un deuxième mécanisme qui a été développé, ONU Habitat a signé avec la CONAREF un contrat de gestion de certaines activités sous forme d'un accord. Et là, c'est déjà un test de maturité en termes de procédures de gestion. Et à ce niveau-là, les manuels de procédures ont été développés et permettent à la CONAREF de gérer suivant les standards habituellement admis de gestion internationale. Et ce contrat est en train de se dérouler. Je crois que nous sommes déjà au 3e transfert qui doit arriver, qui est avec le 3e, nous allons presque vers la fin de la première tranche. Et donc à ce niveau-là, la CONAREF est en train d'avoir la crédibilité de gestion en termes de standards de gestion. Ça, c'était une difficulté que nous avons rencontrée et ensemble, on a développé un mécanisme pour le gérer et le contourner. Et si on continue sur cette voie-là, je crois que ONU Habitat avec la CONAREF peuvent être le modèle de gestion partagée et qui essaie de contourner les difficultés pratiques qui ont été vécues. Mais d'autres difficultés, c'est par rapport, par exemple, à faire connaître le message lui-même de la réforme. Vous savez que s'adresser à un public national, ce n'est pas une chose facile. Ah oui. Vous êtes un acteur de communication, vous savez que si la communication n'est pas optimale, vous ne serez pas dans la visibilité nationale qu'il faut. Et aux dimensions du pays, de notre pays de 26 provinces, nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné cet aspect de combat. Et c'est pour cela que cette année, la partie qui reste, nous essayons de mettre l'accélérateur sur la communication pour qu'on comprenne il s'agit de quoi et comment le citoyen peut arriver à la sécurisation de la terre avec tout le cheminement dont il est question. D'autres difficultés, c'est par exemple à l'administration foncière elle-même. Vous savez que le propriétaire de la réforme, c'est l'administration foncière. Oui. Et à ce niveau-là, nous ne pouvons pas dire qu'avec eux, nous avons déjà gagné le pari. Nous devons encore rentrer en profondeur dans un diagnostic qui concerne ce secteur et développer un plan de renforcement qui est déjà plus ou moins dans le profil, mais qui doit être affiné. Et là, nous pouvons dire que ce n'est pas quelque chose qui est déjà gagné. Mais sans travailler avec l'administration foncière, tout ce qui est en train d'être fait risque d'être remis à la case de départ parce que c'est à eux de gérer la décentralisation de la réforme telle qu'on est en train de l'envisager. Alors, M. Kassongo, je voudrais en 3 mots que vous puissiez nous faire un petit résumé du jalon que vous avez accompagné, parce que vous l'avez dit, vous l'avez accompagné. Je voudrais qu'en 3 mots, vous puissiez faire un petit résumé de telle sorte que nos téléspectateurs puissent retenir quelque chose de ce qui a été fait dans ces premiers jalons. 3 mots. Le premier mot, c'est la CONAREF, qui est opérationnelle à ce jour. Super. Et qui gagne en performance avec des capacités renforcées. Super. Et qui récupère la confiance du peuple congolais en tant que structure qui conduit la réforme. Je vous remercie pour votre disponibilité. Non, c'est à moi plutôt de vous dire merci d'avoir porté un intérêt particulier au travail de la réforme qui se déroule dans le pays.
Merci beaucoup, Monsieur Kassongo. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, c'est par ici justement que nous mettons un point final à ces premiers numéros. Comme je l'avais dit, c'est un tout premier numéro parce que tout de suite après, il y aura encore un autre numéro où nous allons aborder le deuxième jalon et aussi le troisième jalon, mais pourquoi pas aussi d'autres aspects de cette réforme. Parce que nous sommes dit, nous devons comprendre mieux et surtout mieux cette réforme afin que nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous puissiez justement comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vous fixe un rendez-vous avec un autre invité. Cette fois-là, ça va être la semaine prochaine, à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.